Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas qui vous on se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Et la nouvelle du jour, c'est toujours en rapport avec, disons, l'économie. Un peu le désamour Trump, Musk. Et bon, j'avais évoqué ça il y a quelques temps, d'accord, sur les échanges de tweets qui se sont faits. Apparemment, c'était, enfin, pour, disons, remettre les trucs un peu dans leur contexte, vu que Elon avait été introduit, d'accord, à la tête du DOJ pour réduire, au fait, la dette américaine. Et ils sont arrivés avec les licenciements, etc., à réduire, au fait, la dette de un peu plus de 1 trillion de dollars. Bon, seulement que c'est une méthode qui ne peut, c'est une méthode qui a un plateau, disons-le comme cela. Et donc, dernièrement, dans l'une des stratégies de Trump, ils avaient mis en place, enfin, disons une loi, bill, d'accord? Et pour un certain nombre de trucs, au fait, qu'il veut réaliser. Mais pour ramasser, cette loi-là qu'ils sont en train de voter aura pour conséquence, au fait, que on va devoir, enfin, le gouvernement américain va devoir faire imprimer encore beaucoup de dollars, en fait. Dans le sens où, en réalité, ils vont devoir se retrouver, c'est estimé à ce que les dépenses, en fait, qui vont être générées, en fait, par ceux qui sont en train de voter, vont varier entre, disons, 2 trillions, pardon, à 4 trillions. Et c'est un peu comme si, au fait, tout le travail qui avait été fait en amont, ou qui est en train d'être fait pour réduire la dette, au fait, ne sert à rien. Et je pense que Elon avait évoqué cela à un moment donné, et il disait que actuellement, que rien que les intérêts sur justement en fait cette dette dépassent le budget, rien que les intérêts dépassent le budget prévu pour la défense, et que c'est juste hallucinant. C'est un peu comme si tu t'investis dans quelque chose, tu travailles pour résoudre un problème au risque de mettre en péril en fait ton entreprise, et la personne avec qui tu es en train de composer pour faire la chose trouve le moyen en fait de creuser encore plus profond, en fait. C'est comme sans considération. Genre, tu vois, t'es gêné pourquoi, en fait, tout ce temps. Donc, c'était un peu ça, disons un peu, le nid, au fait, de désaccord entre les deux. Et c'est allé grandissant, hein, avec les trucs qui se sont envoyés. Bon, de mon point de vue, c'était pas trop, à part le point où, voilà, Elon a balancé sur le fait de la présence de Trump sur la liste de Jeffrey Epstein. En dehors de ça, bon, pour le reste, je pense que bon, c'est de bonne guerre, quoi, tu vois, un peu. Seulement que Elon n'est pas du tout d'accord avec ce bill-là qui, qu'il veut faire passer. Et il expliquait que, en fait, ils ont fait passer le truc si rapidement, genre, comme en une nuit. Si rapidement, même que les membres du Congrès n'ont pas vraiment eu le temps de bien lire, au fait, et voilà, de bien lire, au fait, ce pourquoi ils étaient en train de voter. En temps, Trump argumentait qu'au fait, Elon était au courant, en fait, de ce qui, de ce truc. D'accord. Il a donné un nom, ça. Le Beautiful, quelque chose Bill, je sais plus trop quoi. Et Elon qui faisait comprendre que non, il n'était au courant de que dalle, en fait. Il, il n'était au courant de rien du tout. Genre, c'est du bullshit, quoi. Donc, maintenant, le truc qui s'est passé, parce que on se rappelle que quand Elon a pris la tête du DOJ, il y a eu pas mal de trucs, hein, par rapport à Tesla. Les gens ont brûlé les voitures Tesla, etc. Il y a eu beaucoup de mécontents dans la période pour un certain nombre de raisons. Donc, il a eu beaucoup de problèmes, et évidemment, l'une des raisons, en fait, pour laquelle il retournait à Tesla, c'est justement parce que l'entreprise en prenait un coup de certain point de vue. Donc, en temps, Trump renchérissait toujours dans leur argument comme quoi, je pense que j'avais voté ça la dernière fois, l'une des façons, en fait, de vraiment réduire disons, la dette, c'est
de couper, au fait, il y a un truc par rapport à des tasses, en fait. Comment ils appellent ça? Enfin, les contrats, les différents types de contrats, pas les tasses. Différents types de contrats, en fait, que les compagnies de Elon ont avec le gouvernement américain. Bon, là, ça coince un peu. Ils ont continué leur back and forth. Mais l'enjeu réel de ce que Elon évoque, c'est l'impact, au fait, sur l'économie. Parce que ce que Trump essaie de mettre en place, éventuellement, lui permet de résoudre un problème sur le court terme, c'est-à-dire le temps de s'en sortir. Mais apparemment, hein, apparemment. Mais sur le long terme, en fait, la dette américaine va grandissante. Et Elon lui aurait rappelé, apparemment il y a eu d'anciens tweets de Trump des années 2014, un truc comme ça, où il lui aurait, enfin, Elon qui retrouve et qui renvoie, quoi, que genre, à l'époque, au fait, Trump trouvait que c'était honteux, au fait, d'enfoncer le pays dans la dette. Maintenant, il se retrouve dans la position où il est exactement en train de faire ce qu'il est en train de décrier à l'époque. Un truc dans le style. Mais là où le problème est réel, c'est quoi? Lorsque les États-Unis, au fait, s'endettent au niveau de la Réserve fédérale, parce que la dette à qui ils doivent, c'est la Réserve fédérale. C'est un prêt qu'ils font au niveau ils prêtent de l'argent, en fait, sur la Réserve fédérale. Et avec un taux d'intérêt, bien entendu, parce que la Réserve fédérale des États-Unis est une institution privée. Ça n'appartient pas à l'État des États-Unis. Donc, c'est pas le gouvernement américain qui imprime le dollar. C'est une entité privée qui imprime le dollar. Avec un taux d'intérêt, c'est de la banque, c'est de l'argent. Ça va de soi. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les États-Unis, comment on dit ça? Lorsqu'ils font ce prêt, ils émettent, au fait, des bons. Donc, ce qu'on appelle, au fait, chez nous, des obligations. D'accord? C'est des emprunts obligataires. D'accord? Qu'ils émettent. Et à la différence, au fait, de nos marchés, ici, il peut y avoir des interactions, en fait, sur le marché, au niveau du marché, en fait, boursier. Tu peux investir, en fait, dans les obligations. Mais on ne trade pas les obligations chez nous. C'est-à-dire, la façon dont au jour le jour, tu peux acheter des actions d'une compagnie, les vendre, les racheter, etc. Pour une action, on ne le fait pas, en fait, pour les obligations chez nous. D'accord? Afrique francophone, etc. Cependant, aux États-Unis, il y a un marché, en fait, qui existe pour les obligations. De la même façon dont il y a le marché pour les actions, où tu peux trader, d'accord? Tu peux commercer des actions. Il y a aussi le marché pour commercer, en fait, les obligations. Et la valeur, donc, de l'obligation, en fait, en fonction, en fait, de son échéance, enfin, son terme. Généralement, ils ont des trucs à terme de 10 ans. Il y a différents types de termes, d'accord? Et bon, anyway. Et donc, suivant, en fait, le terme, etc., le taux d'intérêt qui est appliqué sur le bon, donc sur l'emprunt, sur l'obligation, d'accord, va être différent. Et le taux d'intérêt, en fait, est fonction, en fait, du risque que l'investisseur, celui qui décide d'acheter l'obligation, est prêt à prendre. Mais généralement, on considère que le gouvernement, enfin, oui, le gouvernement américain est solvable. C'est-à-dire, en termes de solvabilité, c'est l'un des gouvernements les plus solvables. Tu prêtes au gouvernement américain, il te rembourse à temps. Ce qui fait que, généralement, il n'y a pas un trop haut taux d'intérêt, d'accord, sur les prêts effectués par le gouvernement américain, du fait de leur solvabilité. Un taux d'intérêt élevé proportionnellement au risque que tu estimes que tu prends lorsque tu prêtes de l'argent. Pour un exemple simple, c'est comme si quelqu'un vient vous voir, il veut prêter 10 000 francs. Si vous êtes sûr que, ok, il a dit prête le matin, vous ramène le soir, vous êtes sûr de lui, vous savez que celui-là, il va payer. Et 10 000 francs, c'est pas grand chose pour vous. Il n'y a pas de grand risque de votre point de vue. D'accord? Mais supposons que quelqu'un d'autre, la personne B vient, demande toujours 10 000. Il dit qu'elle va payer le soir, mais vous savez que c'est quelqu'un il faut le courir après pour qu'elle paye.
Donc, il y a un risque. Ce n'est pas pareil que la personne a. Ici, le risque de prêt est plus élevé parce que le risque que vous courez, c'est que vous ne soyez pas remboursé. Et donc, pour compenser pour le risque que vous prenez, parce que vous auriez pu prendre les mêmes 10 000 et aller mettre ça dans quelque chose de plus sûr. Donc, pour compenser pour le risque que vous acceptez de prendre, le taux d'intérêt va être décidé en fonction, en fait, la tolérance, en fait, votre risque tolérance, d'accord, par rapport au prêt que vous voulez effectuer. Et ça va être en fonction, non seulement du montant qui est engagé, mais aussi au fait de la personne en face, c'est-à-dire qui est supposé rembourser. Et le gouvernement américain fait partie, en fait, des gouvernements les plus solvables. Et donc, généralement, le taux d'intérêt appliqué est très bas, auquel on rajoute généralement le risque premium pour déterminer, en fait, l'intérêt, en fait, réel sur le prêt. Donc, sur les obligations américaines, en fait, il y a un intérêt à payer. Mais, naturellement, l'intérêt étant donc fonction de, si on estime que le prêt sera remboursé, parce que c'est de l'argent que l'entreprise, qu'on appelle l'État prête. Mais la façon dont il le prête, lorsqu'il fait le prêt au niveau de l'entité qui est la Réserve fédérale, les bons qui vont être émis, les obligations qui vont être émises, sont rachetés au fait par le public, différents types d'investisseurs. C'est comme si tu rachètes la dette. C'est pas un vrai rachat de dette à proprement dit, mais c'est comme disons-le comme ça, parce que lorsque tu prends le banc, c'est un peu comme si maintenant que la dette appartient, et c'est à toi, au fait, que devrait rembourser le gouvernement américain. C'est une sorte de rachat, c'est un rachat de dette, disons-le comme cela. Mais, gouvernement ou pas, c'est quelqu'un qui te doit, c'est une entité qui te doit. Donc, l'histoire de taux d'intérêt demeure. Donc ça, c'est le premier niveau de la chose. La deuxième chose, c'est que, maintenant, ce que j'évoquais, tu peux trader, la façon dont on trade des actions, tu peux trader, au fait, cette obligation sur le marché boursier. Leur économie le permet, en fait, de trader les obligations. Donc, tu peux décider, en fait, de vendre ce coupon-là, cette obligation, à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que de la même façon dont la valeur d'une action peut fluctuer sur le marché boursier, de la même façon, la valeur, en fait, d'une obligation peut éventuellement fluctuer en fonction, en fait, de sa valeur, d'accord, actuelle, la valeur qui lui est accordée, etc. Et ce qui se passe, c'est que la situation des États-Unis est telle que, actuellement, vu qu'ils sont super endettés, le problème n'est pas qu'ils soient endettés, c'est que, en face, les investisseurs savent que, ok, ils sont capables de payer. Donc, ça ne dérange pas tellement, en fait, de continuer à prêter. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ok, l'individu continue à prêter, mais les différents mécanismes par lesquels nous savons qu'il peut rembourser, il ne peut plus les utiliser parce qu'il les a déjà utilisés. C'est-à-dire qu'il est en train de prêter dans un contexte où où il ne faut pas qu'il prête, où il n'est pas supposé prêter. C'est pas un problème, tant qu'il rembourse. Mais, on sait aussi que pour qu'il rembourse, il a besoin de X et de Y comme condition. C'est-à-dire, c'est des choses, supposons que c'est un peu comme, ok, c'est de l'argent qui va rentrer, c'est-à-dire, c'est les moyens par lesquels on sait que bon, il va trouver l'argent pour me rembourser. Mais il a besoin que les conditions X et Y soient remplies et il pourra me rembourser. Donc, ce qui fait que je n'ai pas de souci à lui prêter. Je sais qu'il n'a pas trop besoin de ça, il veut prêter, mais je sais qu'il peut me rembourser parce que je sais qu'il peut compter sur X et Y pour me rembourser. Donc, indirectement, je compte sur son moyen d'utiliser X et Y pour me rembourser. Donc, le problème, c'est que, apparemment, de ce que j'ai compris, actuellement, les différents leviers qui peuvent être utilisés, d'accord, pour réellement aider à payer, apparemment sont déjà en mouvement. Donc, il n'y a plus de réels leviers restants qui pourraient être utilisés après. Or, les gars, ils continuent par prêter. Et avec ce truc-là que Trump est en train de mettre en place, il veut prêter encore plus. Et naturellement, donc, les différents investisseurs, les différentes personnes qui
achète ses dettes se pose des questions parce que maintenant on se gratte la tête, est-ce qu'ils pourront rembourser? Donc il y a un problème de confiance qui naît d'un point de vue où ils ne sont plus sûrs. Apparemment même le gouvernement, enfin le Japon, je vais dire le Japon, puisque sur la scène mondiale c'est l'une des économies les plus, disons, assises et au point où genre généralement en fait le Japon, c'est le gars avec qui tu peux aller pour prêter de l'argent, quoi, tranquille. Ou le gars qui peut racheter ta dette tranquille parce qu'il est relativement. Même le Japon est en train de prendre du recul, semblerait-il, sur justement en fait les obligations américaines. Non seulement ça, il y a le Japon, d'accord. Ça c'est un. En deux, Jamie Dimon, le monsieur à la tête de JP Morgan. JP Morgan, c'est l'une des plus grandes banques du monde, d'accord. Et avait annoncé il y a quelques temps, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que le marché des obligations va tomber. Et que les gens ne sont juste pas prêts parce que les gens n'envisagent pas. Et il dit qu'il en a parlé même à ses régulateurs parce que c'était lors d'une présentation. Et il en a parlé à ses régulateurs qui lui avaient même dit que certains sont dans la salle, que le marché des obligations, des bons obligataires le marché va juste s'écrouler, en fait. Et ce n'est pas bon signe pour une économie que les gens qui te prêtent de l'argent, pour un gouvernement, que les gens qui te prêtent de l'argent se disent, pensent, ou bien ont la confirmation que tu ne peux pas rembourser. C'est-à-dire que quand tu auras besoin de plus d'argent, tu vas pouvoir pas trouver. C'est une recette à créer une réelle crise économique. Si tu n'es pas déjà en fait dans la crise. Donc c'est un peu la situation. Disons, la situation, en fait, de l'économie actuelle, d'accord, américaine, est un peu le nœud, au fait, du désaccord entre Trump et puis Musk. Sans compter que Tesla a perdu, les actions de Tesla ont chuté, et Tesla a perdu relativement, en tout cas, je ne sais plus exactement à quelle période, au fait, de 2025, relativement 100 milliards, en fait, en termes de valeur sur le marché. 100 milliards de dollars. C'est énorme. Donc le monsieur, il a décidé de retourner aux affaires et c'est une guerre non voulue, c'est-à-dire de mon point de vue, c'est dommage, quoi. C'est tellement inattendu que même certaines personnes, au fait, disons, dans l'administration, si vous êtes dans l'administration, mais sur la scène politique américaine, genre, ils ne comprennent pas d'où c'est venu, au fait, ce conflit entre les deux, quoi. Genre comment c'est apparu, c'est juste apparu de façon, on s'y attendait pas. Mais si éventuellement il y a probablement d'autres raisons, mais on comprend aisément que une des raisons qui a pesé dans la balance, c'est cette situation économique où l'un essaie de fermer le trou et l'autre le creuse encore plus grand et béant. Bien qu'il ait dit en temps ou qu'il a émis la volonté au fait de le fermer. D'accord. Donc c'est un peu cela que nous avons retenu sur cette question et que j'ai bien voulu partager avec vous. Bien, maintenant, je réponds à la question du jour, qui est quoi? Quelles sont les implications psychologiques de la gratification instantanée par rapport à la gratification différée? Gratification instantanée, gratification différée. C'est ce qu'on appelle delay gratification. Quelles sont les implications? Écoutez, prenez un enfant à qui vous avez montré du bonbon et vous lui dites, fais ton exercice et après ton exercice, je te donne le bonbon, la gratification. Donc vous les exhortez à de la gratification différée. Fournis l'effort et ensuite, tu attends.
tu auras ta dose de dopamine et de sucrerie, ta dose de plaisir. Prenez un deuxième enfant, dont on a l'enfant A et l'enfant B. Le deuxième enfant, vous lui dites exactement la même chose. Et chacun d'entre eux, ils ont exactement le même exercice, ils sont capables de faire l'exercice, tous les deux, d'accord? Et c'est bonbon, c'est pas le même bonbon à partager. Chacun aura son bonbon s'il fait ce qu'il a à faire. Donc, ils vont, c'est-à-dire, tout est ok. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de biais dans cette histoire. Le petit A, l'enfant A, il se met à pleurer, il veut pas, il veut son bonbon maintenant, ou rien du tout, il cause un tantrum, il fait une scène à ne pas finir, il crie, il jacasse. L'enfant B, il fait son exercice. 15 minutes plus tard, on lui donne son bonbon, parce qu'il vient de finir son exercice, l'enfant B. L'enfant A, il est en train de faire une scène, mais le truc c'est que la consigne n'a pas changé. Quand tu fais l'exercice, tu as. Mais lui ne l'entend pas de cette oreille. C'est que la seule façon pour lui de se ranger, c'est que lui il veut le bonbon. Et peut-être il fera l'exercice. Ces deux états d'esprit font généralement la différence entre le succès et l'échec. Entre la poursuite du plaisir pour le plaisir et la poursuite de l'excellence. Et de la récompense de la satisfaction qui vient avec cette excellence. Quand je dis différence entre le succès et l'échec, on comprendra bien aisément que la plupart des personnes qui réussissent vraiment dans ce monde, qui sont au sommet, ce sont des gens qui, en griffe, se sacrifient ou sacrifient beaucoup de choses. Ils sacrifient. Vous voyez ce genre de gens qui dit, oh, il n'a jamais le temps pour sa famille, il ne fait jamais ci, il ne fait jamais ça. C'est pas des gens, c'est pas que ça ne les intéresse pas. De la même façon que l'enfant qui décide, ok, je vais faire l'exercice, l'enfant B. C'est pas que le bonbon ne l'intéresse pas. Mais il sait comment mettre de la répartie dans les choses, dans son esprit, dans sa façon de fonctionner. C'est-à-dire dans son monde intérieur. Il est totalement équilibré et harmonieux avec lui. Et à partir de ce moment, il sait que sa priorité réelle, c'est la tâche à accomplir. Et que la seule façon pour lui de vraiment profiter, c'est pas qu'il n'aura pas du plaisir s'il prend un moment tout de suite, mais c'est que s'il veut vraiment profiter de ce plaisir, il fait sa tâche d'abord. Et c'est d'autant plus satisfaisant pour lui qu'il a donné d'abord, il a fourni cet effort-là d'abord pour réaliser, en fait. On pourrait avoir, en fait, cette récompense. Pas dans le sens où, ok, on a assujetti tout plaisir à quelque chose à accomplir. Mais oui, dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, mais oui, dans ce sens-là. Je n'ai pas vraiment suivi l'épisode. J'ai juste vu une séquence de l'épisode de podcast du professeur Andrew Huberman. Je crois que maintenant que j'en parle, je vais le suivre en entier. Professeur Andrew Huberman, c'est un professeur de neurobiologie à Stanford, l'université de Stanford, en Californie. C'est un monsieur que je suis par rapport à beaucoup de trucs. D'accord. Quand je vois que l'intitulé, en fait, de ce qu'il veut présenter, ça m'intéresse, je suis. Il y a toujours à apprendre avec lui des choses qu'il peut mettre en pratique. La séquence, au fait, d'un épisode, au fait, qui faisait sur la dopamine. Parce qu'il y a beaucoup de dépendance disons à la dopamine. Que l'on en soit conscient ou pas. Quand il dit à la dopamine, tout ce qui est plaisir, recherche de plaisir. Ouais, on est tout le temps sur le portable, tout le temps en train de prendre des sucreries, etc. Le problème n'est pas tellement de vouloir le plaisir. Mais il expliquait un truc, c'est lorsque vous donnez du plaisir sans avoir
faire quelque chose avant. C'est-à-dire que si le plaisir n'est pas en récompense à quelque chose, cela vous détruit. Ça peut être OK. Quand je vais faire je vais me faire tel plaisir, je vais me prendre une glace. Quand je vais faire 100 pompes chaque jour pendant une semaine, le samedi, je m'offre une glace. Mais aussi, c'est la carotte et le fouet. Si je ne fais pas ci, je vais donner telle quantité de mon argent à une œuvre caritative. Donc, il y a le plaisir et l'ascension. C'est ces deux-là qui font la balance. Voilà la raison pour laquelle, pour les plus religieux, le bon Dieu n'a pas décidé d'offrir le paradis d'abord et ensuite décider que, OK, ensuite je vous envoie sur terre. L'histoire, enfin, je ne parle pas de Adam et Ève, je parle de, OK. L'histoire de l'humanité actuelle, dans le contexte, au fait, de certaines croyances, c'est vivez sur terre, faites l'épreuve d'être bon, et ensuite, récompense ou sanction. Delay gratification. Et c'est un schéma où l'humanité n'a juste pas le choix. Dans le cas où c'est effectif, écoutez, vous n'avez juste pas le choix de faire le taf d'abord, et ensuite on parlera plaisir. Et si dans le grand schéma des choses, c'est comme cela, ce modèle, on le retrouve naturellement dans la nature, d'accord? Lorsque vous voulez avoir une récolte, vous devez d'abord planter. Il y a cet effort-là qui est fourni. Et ensuite, on peut récolter plein de trucs. Ça répond juste à une loi des plus immuables à l'univers. C'est juste que dans la nature humaine, nous pouvons nous permettre, au fait, de créer des situations, des conditions. Et vu que nous avons la liberté de créer des situations, des conditions, nous pouvons créer des situations de plaisir, de douleur, nous pouvons créer des situations, en fait, d'effort, etc. Et éventuellement, dans certains cas, mettre là où il ne faut pas ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire d'essayer de mettre le plaisir avant l'effort, par exemple. Parce que généralement, dans certaines circonstances, nous le pouvons. Mais généralement, c'est au détriment, en fait, de celui qui le fait. Tout ça pour dire que la bonne attitude à avoir, c'est d'être dans cet état d'esprit où, OK, je peux avoir ce plaisir, mais je le diffère volontairement. Cela permet, en fait, à l'individu de développer une force d'esprit. Donc, ça suppose que l'individu a une force d'esprit. Et puis, la personne, en fait, peut éventuellement évoluer à beaucoup de patience, à un contrôle, en fait, sur ses émotions. Réel sur ses émotions. Et éventuellement, cette personne-là va prendre beaucoup plus de plaisir lorsque ce sera le moment. Et il va juste pas se détruire. Parce que, évoluer de façon à ce que, OK, le plaisir d'abord, c'est un schéma de dépendance où l'individu n'arrive pas à se concevoir en fait, sans le plaisir. Il n'y a aucun contrôle dans cela, en fait. Parce que, généralement, ce genre d'individu va être totalement déconcentré par la seule évocation, en fait, de la satisfaction, de la gratification. C'est-à-dire on va t'offrir une glace. Dès qu'il a entendu glace, c'est fini, le travail a quitté sa tête. Tu peux pas compter sur quelqu'un comme ça. C'est le genre à vouloir dérober les autres de ce qu'ils ont. Parce qu'ils vont toujours chercher un raccourci pour le plaisir. C'est le genre à faire des trucs super louches. Parce que pour eux, c'est le plaisir qui compte. Je me rappelle quand j'étais gamin, je recevais 100 francs comme argent de petit déjeuner. Je prenais du pain avec, pain sandwich. Là, c'était jusqu'au CE1, un truc comme ça. CE1. Et non, j'avais relativement, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du sandwich est passé de 100 francs à 150 francs. C'est passé de 100 francs à 150 francs.
j'en ai parlé à la maison. Donc, on m'a fait monter à 150 francs. C'est-à-dire, tu prends du sandwich. Tu vas boire l'eau à la maison. c'est, c'est ça. On te donne l'argent, sandwich, on t'a pas donné de l'argent pour boire l'eau. Ah! Tu vas boire l'eau à la maison. Prendre le sandwich, tu vas boire l'eau à la maison. Non, ça n'a jamais été dit. Mais bon. Voilà, quoi. Anyway. Bon. Le truc, bien que je prenais les 150 francs, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonds milk. Ça n'existe pas dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Il y en a chez nous et dans certains pays voisins en autre, mais c'est genre des sucettes, des sucreries, des sucettes que, que l'on vend, d'accord, mais qui ne sont vendus chez nous. Enfin, là où j'ai fait mon cours primaire, les vendeurs, en fait, de ces sucreries-là, de ces sucettes, c'est des formes de crème glacée, etc. Famille, Tampico, ce genre de trucs, en fait. Les gars qui vendent ça ne vendent pas ça dans l'enceinte de l'école. Ils ont leur petit vélo, ils restent au dehors. Donc, tu ne peux pas acheter tant qu'il n'est pas midi. Parce qu'ils sont pas là à 8 heures, de toute façon, ils sont là à midi. Et donc, j'avais 150 francs pour le petit déjeuner. Et le choix, c'est quoi? Tu prends le petit déjeuner, tu prends le pain sandwich. Ou tu prends le fond milk. Mais tu pourras pas prendre les deux. Donc, c'était ça, en fait, ma situation. Dès le moment où j'avais commencé par prendre 150 francs au petit déjeuner. De toute façon, parce que, ok, pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé par avoir d'autres options. Et mon choix a été vite fait. Dudu, c'est pas grave, t'as pas besoin de manger de toute façon. À midi, tu vas prendre ton fond milk. Et à 9 ans, donc j'étais relativement 8 ans, 9 ans, au CE2, j'ai juste commencé à ne pas prendre le petit déjeuner. C'est-à-dire, la récréation, je bavarde, je peux m'amuser, mais j'avais juste zappé de mon esprit de manger le petit déjeuner parce que j'étais ok avec le fait d'avoir le plaisir après. J'étais ok avec le fait de ne pas manger maintenant et avoir un plus grand plaisir après. Et surtout que la même, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, occasionnellement, je peux manger le matin. Et quand je dis occasionnellement, c'est vraiment occasionnellement, quoi. Peut-être une fois, deux fois le trimestre. Et ces gens, je me mets là, je me dis, j'ai envie de me faire plaisir. Et quand je dis le matin, faut compter 11 heures, quoi. 10h30, 11 heures. Ça doit être suffisamment proche de midi pour que je me sens confortable pour le faire. Et pour dire que ce truc-là, c'est juste rester, d'accord? Et pour beaucoup de choses, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, pour beaucoup de choses, parce que c'est la façon dont on fait une chose, on fait toutes les choses de toute façon. C'est là littéralement, on fait un trait de caractère. Pour beaucoup de choses dans mon existence, la gratification différée, c'est genre, c'est le mot par défaut. C'est le mot par défaut. Est-ce qu'il y a une limite à fixer à cela? De mon point de vue, non, c'est juste une attitude, une façon d'être. Et c'est ce qui permet, en fait, de regarder beaucoup de choses, de ne pas brusquer. Ça permet à l'individu, en fait, d'avoir un certain recul par rapport à beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Est-ce que cela suppose que parce que vous faites de la gratification différée, vous prendrez toujours les bonnes décisions? Non, parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de la capacité à prendre les bonnes décisions, mais on parle juste de la capacité à, quand il y a quelque chose à faire, prendre sur soi de mettre à plus tard le plaisir. Et la satisfaction, c'était mettre à plus tard tout ce qui est, oui, plaisir, satisfaction. Et accepter de se mettre à l'ouvrage, accepter la douleur de maintenant et le plaisir pour plus tard. Parce qu'il y a des gens, en fait, je me rappelle que quand j'étais en sixième ou en cinquième, c'était à 11 ans, 12 ans, c'était un cours de français. Notre prof de français, elle avait utilisé un thème, en fait, pour décrire, ouais, les personnes qui préfèrent avoir du plaisir, ne veulent avoir aucune forme de douleur, c'est-à-dire qui fuient la douleur. Je me rappelle plus du thème, mais je me rappelle que dès qu'elle a parlé de ça, j'ai ressenti comme du mépris pour ce genre de personnes. Pas dans le sens où, ok, il faut aimer la douleur, mais genre, ok,
ne pas accepter ou ne pas transcender la douleur et être dans cet état d'esprit de ne rechercher que le plaisir. C'était un peu comme, pour moi, une attitude lâche. Et c'est un peu toujours comme ça que je perçois la chose. Que, quoi, tu veux que de plaisir. What the fuck? Et donc voilà. Je pense que, bon, ça c'est moi. D'accord? Mais les deux perceptions, en fait, des choses vont ensemble. Et je pense que c'est peut-être probablement l'une des raisons pour laquelle, en fait, je n'ai absolument aucun souci à faire preuve à différer, en fait, de la gratification. Maintenant, le truc qui a été observé, je ne sais plus où est-ce que j'avais suivi sur quel podcast j'avais suivi ça. Le monsieur l'expliquait, en fait. Ils se sont rendus compte, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, que la plupart des personnes qui réussissent dans ce monde, la majorité, c'est-à-dire la règle générale, les personnes qui sont sorties de ce monde, ce sont des gens qui ont appris à appliquer, en fait, la gratification différée. La seule façon pour vous, en fait, de regarder de grandes choses dans ce monde. Sinon, vous allez vous laisser avoir fait par les plus petits. Il n'y a pas de profondeur de vision lorsque l'on est dans la gratification instantanée. Parce qu'il n'y a plus aucune raison, en fait, de fournir une quelconque forme d'effort. C'est la façon la plus rapide et la plus désolante, en fait, de créer de la médiocrité. Que ce soit à votre propre niveau ou au niveau de vos enfants ou au niveau de votre organisation, celle que vous dirigez, etc. C'est la façon la plus rapide et ce serait plutôt dommage, en fait, que les choses évoluent dans ce sens. Pour revenir à mon exemple de départ, certains parents vont faire cette erreur, en fait, de donner sans réfléchir aux implications, c'est-à-dire au modèle de pensée que cela crée dans l'esprit de l'enfant. Ok, il veut le plaisir maintenant, pas l'effort. Lorsque tu lui donnes, tu valides au fait ça dans son esprit. Que, ok, c'est une bonne chose au fait de vouloir le plaisir. Et, en fait, avant l'effort. Mais en réalité, il en a rien à foutre de l'effort, parce que toute son obsession est sur le plaisir. Parce que s'il en avait quelque chose à foutre de l'effort, il serait allé vers l'effort. Parce que le désir au fait de l'effort serait plus poignant et présent dans son esprit que celui du plaisir. Mais le désir le plus puissant à parler, c'est celui du plaisir. Bien que la règle veut qu'ils mettent le plaisir après l'effort, parce qu'il n'est pas interdit de plaisir. On a dit, tu fais le travail, tu fais l'exercice, et on te donne après ton bonbon. Le plaisir n'est pas interdit. Il est juste différé. Mais l'individu est prêt à braver la règle. Il s'en fout de la règle. Il veut son plaisir maintenant. Bien que, avant qu'on ne l'appelle pour l'exercice, il ne savait même pas qu'un quelconque bonbon existait. Il n'avait pas vu le bonbon. Mais dès qu'il a entendu bonbon, c'est fini, sans savoir qu'on se passe autour de. C'est le genre à se sentir propriétaire, au fait, de choses qui ne lui appartiennent pas. Juste parce que ça lui plaît. Un. En deux, ok, la règle ne compte pas. Son plaisir à lui compte d'abord. En trois, il fait la sourde oreille. Il va en faire entendre de toutes les couleurs, il va faire du bruit, etc. Nanana, sa crise. Pourvu qu'on lui donne ce qu'il veut. On lui donner, c'est validé dans son esprit, ok, c'est bon. Lui donner, c'est validé dans son esprit, ok. Il suffit qu'il fasse sa crise et qu'on lui donnera toujours de toutes les façons. Ce n'est juste pas un bon modèle, en fait, de penser. Parce que, je ne veux même pas dire que encore quand on est enfant, ça passe. Parce que ça ne passe pas. Mais le problème, on le ressentira, ça va être beaucoup plus amplifié lorsque celui-là va grandir, va se trouver dans un environnement étant adulte, parce que la vie d'adulte est comme ça, où les trucs ne vont pas venir de cette façon. Mais, bienvenue la frustration. Bienvenue les plaintes à n'en pas finir, parce que un enfant qui pleure ou un adulte qui se plaint, c'est un enfant qui pleure, c'est juste l'équivalent. Se plaindre, c'est pleurer. La version adulte de pleurer. D'accord? Les gens qui se plaignent tout le temps, parce que, enfin, pas pour tout, bien entendu, je parle justement de ce contexte où la personne fait une satisfaction maintenant, tout en sachant pertinemment dans son esprit que, ok, il y a quelque chose qu'elle doit faire, qu'elle doit offrir d'abord, il y a un effort qu'elle doit finir d'abord, ce genre d'état d'esprit. C'est désagréable, ce genre de personne, c'est totalement malsain. Donc si c'est malsain chez un adulte, ça l'est d'autant plus chez un enfant. Et la responsabilité, quand il s'agit
surtout d'un enfant, incombe aux parents. Bon, généralement, certains parents veulent juste se débarrasser au fait du bruit. Ou ils ont peur, ils ne veulent pas que l'enfant pleure. Non, attendez, mettez au fait de la réflexion dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous laissez au fait dans son état d'esprit sur le long terme? Ça doit être ça la priorité. Qu'est-ce que vous essayez de lui apprendre? Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant comprenne au fait de ce qui est en train de se passer? Ça doit être ça la priorité. Et ce qui m'amène au point de ce que je vais dire, qui est que le meilleur moment, en fait, pour vraiment apprendre ce truc-là, qui est la gratification différée, c'est quand l'individu est enfant. C'est le meilleur moment pour modeler, en fait, son état d'esprit, sa psychologie, en fait, autour de ce concept. Et à travers différentes situations, un peu comme, ok, fais ton exercice. On m'a fait ce coup-là quand j'étais gamin. Je me rappelle, et là, j'étais plus jeune. J'étais beaucoup plus jeune que dans les ans que je racontais. Parce que je me rappelle exactement là où on était. Parce qu'on était dans une maison, puis après on allait déménager. Et dans cette première maison-là, j'étais super jeune. C'était tellement jeune que c'est à l'époque où tu apprenais encore à faire de l'écriture. En fait, je faisais des copies. Donc c'est pas le C1. C'était plus jeune que C1 de toute façon. Donc c'était soit au CI ou au CP, je sais plus. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Et donc je devais avoir 6 ans, 7 ans. Peut-être 5, je sais plus. Mais on m'avait donné, il y avait une copie que je devais faire. Genre, le test était juste là, peut-être 5 lignes ou bien 6 lignes. Et on m'a dit copie. Et j'étais avec des cousines, des grandes sœurs à moi, des cousines. Et c'était l'une d'entre elles, au fait, elle m'a donné le truc, elle m'a dit, ok, tu fais la copie. Et elle avait des biscuits. C'est un truc particulier, je me rappelle pas du nom, mais c'est un truc que j'aime bien. Qu'elle avait l'habitude d'acheter. Que jamais, c'était juste tout. Tu es un enfant, tu aimes ce genre de truc. Mais c'est pour elle, de toute façon, c'est pas pour moi. C'est elle qui achète son truc. À 5 ans, 6 ans, tu as le sou pour acheter quoi. Donc, elle me dit, ok, si tu finis la copie, je te donne mon paquet de biscuits. J'ai commencé à pleurer. Ouais, le truc. Réservation instantanée. J'ai commencé à pleurer. Parce que je veux le biscuit. Papa, fais une scène. Non. Je faisais pas de scène, mais genre, les larmes ont juste commencé à couler, quoi, parce que tu vois le biscuit, tu veux pas le manger, mais tu dois faire l'exercice d'abord. C'était un peu ça le truc. Donc, ce qu'elle a fait, j'étais assis à table, elle a mis le biscuit juste sur la table à droite. Et elle m'a dit, tu fais la copie, ensuite tu auras le biscuit. Bon, je sais pas faire de scène de toute façon. Je savais pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'étais là. Je vois le test. C'est pas que je suis pas capable de faire. C'est pas que je suis pas capable de faire ma copie. Je suis capable de faire ma copie, mais c'est pas la première fois que je devais faire une copie. Mais le fait c'est qu'on a dit, le biscuit. C'est-à-dire que, il y a des trucs qu'on peut utiliser pour hacker, au fait, la psychologie de quelqu'un. Vous trouvez le bon mot de passe et c'est fini, en fait. Toute forme de logique disparaît. Tu peux juste empêcher un homme de réussir. Enfin, tu n'as même pas besoin de l'empêcher de réussir. Il va trouver le moyen de s'empêcher lui-même de réussir. En fait, il a créé le modèle pour s'empêcher de réussir à partir du moment donné où il a décidé, au fait, en tout cas, de ce point de vue, d'être dans un schéma de gratification instantanée. Ce qui s'est passé, j'avais l'habitude de faire des copies, mais il y avait jamais eu une histoire de promesse de biscuits et consorts. Donc le problème n'est pas que c'était difficile pour moi de faire des copies ou pas. Non, c'était pas là la question. Elle aurait pas promis de biscuits que j'aurais quand même fait ma copie, sans pleurer. J'étais pas du genre à pleurer de toute façon. Genre point oui ou point non, quoi. Mais à partir du moment où ça s'est rentré dans l'équation, oh, c'est fini. L'amour coulé. Ouais, elle a insisté que, écoute, c'est la seule condition. Et le truc, c'est que je l'ai vu avec une autre de mes cousines. Elles sont sorties de la salle. Elles m'ont juste laissé seul là, sur la table, mon cahier, le livre où il y a le test à copier et le biscuit. Elles sont sorties et elles sont allées au dehors. Elles ont continué à discuter, à parler. Le truc d'adultes de l'époque. Genre, c'était beaucoup plus âgé, donc elles parlaient de leur truc, je sais pas quoi. Et j'étais là seul.
je pleurais devant le cahier, le biscuit était là, le truc était là. Bien entendu, quelqu'un qui est non, écoutez, quelqu'un qui serait foutu mentalement aurait sauté sur le biscuit et après tout, je m'en fous, non. Bien sûr, c'est super petit. Il y a aussi la crainte de, ok, suivant ton âge, si jamais tu fais ça, on va te tabac. Mais au fait, mais n'empêche que certains enfants vont se dire, ok, je vais quand même manger ça. Et on va gérer après la douleur. Mais, enfin, les conséquences. Mais le truc, c'est que j'étais là et puis je me suis mis à penser. Je me suis dit, mais attends. En fait, j'observais mon attitude. Bien sûr, j'étais super petit, mais j'étais aussi réfléchi que ça. Et j'ai commencé par mon attitude. Et puis, j'ai commencé par rationaliser la chose, parce que, en fait, je pleure pourquoi? Est-ce qu'on m'a pas tapé, en fait? J'ai pas mal. On m'a pas touché. J'ai pas mal, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je pleurais? Ça n'avait juste plus de sens pour moi. Pourquoi est-ce que je pleurais? Et puis, j'ai remis les choses en perspective. En fait, j'ai pas utilisé le mot perspective à l'époque, en pensant, mais c'était genre la réflexion que je me menais, c'était, genre le biscuit est là, en fait, ça m'appartient. C'est juste que elle m'a dit je l'appelle, mes cousines, je les appelle Tata tel, Tata et puis leur prénom, Tata, Tata tel, Tata X. Bon, Jean m'a juste dit genre, quand je vais finir de faire ça, de faire la copie, je vais prendre donc il y a pas de raison de pleurer. Et je regarde le test, je dis, mais, c'est beaucoup, mais c'est pas trop long. Parce que, voilà, 5 lignes. Je savais à quel point je pouvais faire ma copie, à quel, le genre de temps que ça pouvait me prendre. Je savais que c'était pas fastidieux, c'était pas un long test qu'on m'a demandé, c'était à peine la moitié, au fait, d'une feuille de cahier, au fait. À ce point, c'était court, la copie. D'accord? Et j'ai regardé le truc, et bon, ça semblait un peu ridicule pour moi. Bon, j'ai essuyé mes larmes, j'ai fait ma copie. Chose curieuse aujourd'hui, je me rappelle plus de tout ça là qui s'est passé que du moment où j'ai mangé le biscuit. Je n'ai aucun souvenir du moment où j'ai mangé le biscuit. Je l'ai sûrement mangé, mais je n'ai aucun souvenir de cette partie de plaisir. Mais je me rappelle au fait de cette partie de l'effort qui a été mis à remettre les choses en place dans mon esprit. Chose curieuse. Aucun souvenir. Et les plaisirs sont juste supposés venir et partir, comme certaines épreuves de douleur, venir et partir. Ce qui est important, c'est souvent l'avant, tout ce que l'on peut en tirer, tout ce que l'on peut en apprendre, etc. Et c'est ok. La vie est ainsi faite et je pense que c'est une noble attitude au fait que d'apprendre très tôt à un enfant qui est sous votre responsabilité d'être dans un bon état d'esprit. Peu importe à quel point c'est probablement difficile pour vous de le voir pleurer, de se plaindre, etc. Écoutez, la douleur d'aujourd'hui est mieux pour lui que celle de demain où vous ne serez pas là, vous ne pourrez rien faire pour l'aider. Vous serez juste désolé quand il sera adulte. Mais actuellement, la douleur que vous voulez imposer, celle d'apprendre à être discipliné, lui fera le plus grand bien. Et si vous êtes déjà adulte et que vous pensez être dans la case de ceux qui sont dans la gratification instantanée, je sais à quel point il est super compliqué au fait de corriger cela. Mais je pense quand même que ça vaut le coup d'y mettre de l'effort. Est-ce que ça suppose que tous ceux qui sont dans la gratification instantanée ne réussissent pas leur vie? Sûrement pas. Il y a sûrement des exceptions. D'accord? Maintenant, mettre ou établir une nuance entre gratification instantanée et le fait, au fait d'avoir de grands désirs, etc. Tout le monde a de grands désirs. Mais accepter au fait de fournir l'effort. Vous voyez ce genre de truc de gratification instantanée, c'est le genre de truc où vous êtes en train de travailler et vous avez juste envie de prendre votre portable et de vous connecter, etc. C'est la gratification instantanée. Donc l'idée c'est, à quel point vous êtes capable de mettre de côté votre portable et de travailler 3 heures de temps, 4 heures de temps d'affilée avant, en fait, de vous gratifier en allant naviguer 5 minutes, par exemple. Ou une autre façon d'esprit. Vous pouvez utiliser le système de Pomodoro. Ou, ok,
Genre, pour travailler, peut-être 20-30 minutes. Pour gratifier 5-10 minutes. Pour travailler 20-30 minutes, pour gratifier. C'est toujours mieux que d'être juste, ok, je vais naviguer maintenant et après, je vais faire le travail. Et c'est le même système lorsque, un peu comme l'exemple que j'évoquais, on peut décider, ok, je fais mes pompes, etc. Je fais du sport toute la semaine. Et je m'autorise une glace comme plaisir. Ou bien, je fais du sport toute la semaine, pour le mois. Et je m'offre, d'accord, un truc particulier que j'aime pour me récompenser d'avoir fait ce sport-là. C'est beaucoup plus constructif pour nous que n'importe quelle autre chose. Parce que, au moins là, nous sommes en train de construire quelque chose. Nous sommes en train de construire une certaine attitude, un certain état, une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de concevoir les choses, une certaine façon d'avancer dans la vie. Et ce que cela construit, c'est notre état mental, mais notre état mental construit, nous aide à construire notre existence. C'est juste une façon optimale d'avancer que d'avoir cela comme modèle mental. La gratification différée. Donc, sur ce, je nous exhorte tous à appliquer la gratification différée à la plus petite échelle, ou de la plus petite échelle à la plus grande échelle de notre existence. Je vous dis bonsoir.